Bonjour Jean-Olivier Hérault. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et chercheur associé au CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique. Vous venez de publier Ce modèle social que le monde ne nous envie plus aux éditions Albin Michel, un livre dans lequel vous faites le constat d'un modèle à bout de souffle et vous proposez des pistes pour le redéfinir. Mais d'abord, vous dites que l'on invoque trop facilement la mondialisation quand il s'agit d'analyser les mots MAUX de notre modèle social. C'est une idée forte qui ressort de votre livre. Vous dites qu'il vaut mieux regarder les bouleversements entraînés par la révolution technologique. Je crois que ce qui a été très marquant depuis bientôt 30 ans dans le monde développé, c'est effectivement l'apparition d'un progrès technique biaisé non pas contre le travail non qualifié, comme on le dit souvent, mais contre un travail routinier, un travail qui maintenant peut être remplacé par la machine. Donc typiquement, les ouvriers spécialisés sont remplacés par le robot, les chaînes de montage, mais aussi les employés qui sont remplacés quelque part par l'ordinateur. Donc ce monde-là, fait de travail de routine, peut être remplacé et remplacé progressivement par la machine. Et le travail, ce n'est pas la fin du travail, c'est un point extrêmement important sur lequel nous reviendrons, mais ce n'est pas la fin du travail, c'est la fin de ce type de travail remplacé par la machine pour des raisons de productivité, de profitabilité. Et le monde ensuite du travail se redéploie aux deux extrêmes des qualifications et des salaires vers le high-tech qu'on connaît bien pour créer ces machines. C'est une polarisation du marché du travail. Et ce qu'on appelle la polarisation. La polarisation, donc, à ces deux extrêmes des salaires et de la productivité, donc vers le high-tech, mais aussi vers ce qu'on pourrait appeler du low-tech, au travers des nouveaux métiers de service à la personne, qui se développent de plus en plus. Il se développe parce que notre pouvoir d'achat, dégagé par la baisse des prix dans les produits manufacturés, permet d'avoir plus de demandes, et pas uniquement vers les nouveaux produits de la nouvelle économie, mais aussi vers cette demande de services qui permet de s'occuper au plus près, je dirais, des personnes âgées, mais aussi dans les travaux domestiques, où les femmes vont sur le marché du travail parce qu'elles sont remplacées par d'autres personnes dans la sphère domestique. Alors Jean-Olivier Hérault, malgré ce constat de la révolution technologique, de l'arrivée de la robotique, de l'automatisation, vous dites que la réduction du temps de travail est une erreur. Alors pourquoi? C'est justement parce que le marché du travail change, parce que ces mutations impliquent d'autres formes de travaux? On a cru que ces mutations marquaient la fin du travail. Comme on l'a dit, c'est la fin d'un certain type de travail, avec la baisse en particulier de la part de l'industrie dans nos sociétés, nos pays développés. Ce n'est pas la fin du travail, c'est un monde qui doit se réallouer vers d'autres types de travail. Mais certains ont cru que c'était la fin du travail, on connaît bien les thèses dans les années 90 de Rifkin en particulier. Eh bien, cette fin du travail a été traduite en France particulièrement par le partage du travail. C'était une erreur. C'est une erreur parce que, encore une fois, c'est une erreur pour répondre au problème du chômage de réallocation. Si on veut résoudre ce problème-là, on ne se serre pas sur les branches qui tendent à se rétrécir. Il faut au contraire se redéployer sur les nouvelles branches. Sinon, qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, on réduit le temps de travail, on réduit la création de richesse. Donc, on a réduit la création de richesse en baissant le temps de travail sur la semaine, sur l'année, mais également sur la vie active, parce que les pré-retraites et la retraite relativement tôt fait partie de ce mythe du partage du travail. Donc, en gros, on a réduit les heures travaillées de 20% en France par cette stratégie volontaire de partage du travail. Et ces stratégies volontaires de réduction du temps de travail ont mis effectivement le modèle social à mal, parce que le modèle social est financé essentiellement par des cotisations sociales assises sur le travail. On a réduit le travail. Et sans résultat en termes de chômage. Sans résultat en termes de chômage, bien évidemment, puisque, in fine, on se retrouve dans une situation où les chômeurs, dans les autres pays, se sont réalloués sur d'autres secteurs. En France, on a plutôt limité ce processus et on a chargé la barque. On a chargé la barque, pourquoi? Parce qu'il a fallu compenser les entreprises, parce qu'on n'a pas voulu baisser les salaires. En compensant les entreprises, on a augmenté les impôts par ailleurs. Et par ailleurs, globalement, comme on réduit les heures travaillées, à volume de la dépense sociale, non seulement qui ne baisse pas, mais plutôt qui augmente, les taux augmentent puisque l'assiette se rétrécit et la dépense augmente. Donc les taux de cotisation, les taux de prélèvement, on le sait bien en France, ont augmenté considérablement, ce qui, in fine, en retour, pèse sur la création d'emplois et pèse sur l'emploi et sur le chômage. Donc on a créé de l'inactivité, des baisses des heures de travail sans réduire le chômage. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème de chômage pour tout ce qui est des postes faiblement qualifiés? Il faut introduire plus de flexibilité? D'abord, il faut introduire l'idée que ces métiers, en particulier pour l'instant à faible productivité, à salaire relativement faible, à des conditions de travail qu'il faut améliorer dans le futur, mais qui restent encore relativement plus défavorables que dans le monde industriel passé, eh bien, il faut accepter ces nouveaux métiers, parce qu'ils sont demandés par les consommateurs. C'est un premier point. Ensuite,
il ne faut pas avoir de blocage trop fort du côté des rémunérations. Le SMIC en France, il faut le dire, eh bien, est un problème pour l'emploi, pour ces tâches non qualifiées. Ce n'est pas un problème de concurrence par rapport aux pays émergents, c'est simplement un problème de rentabilité, de profitabilité de ces métiers encore faiblement productifs. Donc le niveau très élevé, relativement élevé du SMIC en France par rapport au salaire médian, qui a augmenté dans les années 2000, à la suite d'ailleurs du partage du travail, puisqu'il a fallu augmenter la réduction de temps de travail sur la semaine, a fait augmenter automatiquement le salaire horaire et donc le SMIC, eh bien on est dans une situation où cela pèse sur ces métiers. Donc il y a plusieurs façons après de régler le problème, mais en tout cas il faut reconnaître que le salaire minimum est un problème pour l'emploi. Mais ensuite, on peut essayer de le régler par des baisses de charges, ce qui a été plutôt la stratégie menée. Donc il faut poursuivre cette stratégie de baisse des charges sur les bas salaires. Il faut absolument poursuivre et ne pas perdre le fil. Le problème du coût du travail en France est un problème centré sur le problème du salaire minimum. Malgré le risque de smicardisation du marché du travail. Oui, mais les risques, encore une fois, du smicardisation, ça vient du fait que le SMIC est relativement trop élevé. Donc on a effectivement, par rapport à ces métiers qui se développent, mais comme dans tous les pays du monde développés, eh bien ces métiers se développent et en France ils se développent au SMIC qui crée un point de blocage. On pourrait, je dirais, faire sauter ce verrou du SMIC et partir vers des salaires beaucoup plus faibles que dans la société allemande. Ce n'est pas forcément souhaitable. Mais en revanche, ce qui est souhaitable, c'est de baisser le coût du travail, de maintenir ces salaires relativement élevés, même en bas de la productivité, mais en le compensant par des baisses de charges ciblées. Et c'est ce qu'on a fait depuis je dirais la fin des années 90, début des années 2000, avec un certain succès. On voit enfin monter en France ces nouveaux métiers de service qui avaient du mal à décoller dans les années 90. Et on pourrait jouer sur la flexibilité aussi en introduisant un système de mini-jobs à la française. Et finalement, est-ce que ce système de mini-jobs, il n'existe pas déjà, plus ou moins inconsciemment, avec, je pense, aux CDD qui sont de plus en plus courts, qui constituent aujourd'hui la majorité des contrats signés, ou encore au statut d'auto-entrepreneur? Ce ne sont pas des variables d'ajustement qui Il y a des variables d'ajustement pour l'ensemble. Les CDD, en particulier, sont des variables d'ajustement du fonctionnement du marché du travail complet, sur lequel on va revenir. La question qu'on vient d'aborder sur les mini-jobs, en tout cas ces métiers qui en France et partout sont à faible productivité, donc ils demandent un faible coût du travail. Encore une fois, d'abord, ce n'est pas les CDD qui vont les créer. On est dans une logique de permanence de ce type de travail. Et c'est vraiment un problème de coût du travail. Donc en Allemagne, le SMIC d'abord n'existait pas. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'on a plutôt baissé les minima sociaux, ce qui fait que les salaires de réservation, les salaires auxquels sont prêts à accepter les travailleurs allemands, a baissé. Et donc finalement, ce type d'emploi s'est développé, surtout du côté des femmes. On n'est pas encore une fois obligé de le faire de cette façon-là en France. Je pense qu'il ne faut pas le faire de cette façon-là. Il faut le faire, on l'a dit, en maintenant les subventions sur les bas salaires, autour du SMIC, et aussi en activant les minima sociaux. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser les minima sociaux, il faut les rendre plus incitatifs, et c'est la logique de la réforme bientôt de la fusion entre le RSA et la PPE. Il faut que le travail paie. Et il ne faut pas que le passage à l'emploi fasse disparaître ces minima sociaux, il fasse qu'il y ait une taxe à la reprise d'emploi qui est trop forte en France encore. Donc je pense qu'il faut penser la valeur du travail sur ces salaire relativement faible, de façon globale, et pas forcément par une baisse de la générosité, mais par un modèle plus intelligent de baisse du coût du travail et d'activation des minima sociaux. Alors justement, puisqu'on parle de réformes, quel regard est-ce que vous portez sur les réformes qui ont été entreprises sous la présidence Hollande? Je pense par exemple à l'ANI qui tente d'atténuer la protection sur l'emploi, ou encore à la loi Macron qui a pour objectif de débloquer le travail et l'emploi. Ça va me permettre donc de revenir sur la question que vous posiez, donc qu'on peut appeler la flexisécurité, de l'importance du développement des CDD en France, qui est simplement une façon de flexibiliser le marché du travail en créant de la précarité, seulement du côté des jeunes. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'est pas à l'échelle. N'est pas à l'échelle. On n'est pas du tout passé à un nouveau système. On reste dans un système qui est, en gros, protégeons l'emploi. On ne comprend pas de certaine façon que le monde est fait de création et de destruction. La technologie nous amène dans ce monde-là, forcément dans un système de marché. Et donc, il faut penser non pas à la protection de l'emploi, mais à la protection des personnes, des travailleurs, tout au long du parcours. Ça a été dit maintes fois, plein de rapports. On a eu donc cette proposition, un prix Nobel Jean Tirole avec Olivier Blanchard. Tous les rapports des économistes, beaucoup de rapports vont dans ce sens-là. On n'est pas du tout arrivé à ce point d'arrivée, bien au contraire. Je crois qu'on a un système qui reste
encore une fois, basé sur la protection de l'emploi. Et de l'autre côté, les autres pans qui devraient être développés, l'assurance chômage qui devrait plutôt être du côté de l'accompagnement, plus de moyens, et en particulier par rapport aux chômeurs les plus fragiles, eh bien, ça n'existe pas. Il n'y a pas assez de moyens, parce que les moyens sont mangés, je dirais, quelque part par un niveau d'allocation chômage globalement trop élevé. Pas forcément sur ces personnes-là, mais globalement trop élevé. Donc les moyens sont mangés de ce côté-là. Et la formation professionnelle a été réformée, mais là encore, pas du tout en direction de ceux qui en ont le plus besoin, qui permettraient d'un retour en emploi rapide. Donc on a un système où on craint le chômage, ce qui est normal. Mais tout est fait comme on le craint. On cherche à s'en préserver par la protection de l'emploi. Et on ne bascule pas dans un monde à la scandinave, flexi-sécurité, où on aurait un système d'accompagnement et un retour vers l'emploi performant. On craint tellement ce monde-là qu'on n'y va pas. Mais évidemment, comme les Français savent bien et le sentent tous les jours qu'on peut y aller, ils le craignent. Et évidemment, ça crée un sentiment de malaise encore plus profond. Parce qu'on n'est pas prêt. Donc ce système de protection sociale sur la protection de l'emploi est un système qui crée des situations très inégalitaires une fois que l'on y est, qui ne répare pas suffisamment, qui ne prévient pas suffisamment. Est un système qui perdure quand même. Qui perdure parce que comme si on restait accroché à cette croyance qu'on pouvait se protéger des destructions de l'emploi et du progrès technique dans certains métiers. Non, il faut se préparer à des mutations, à des changements. Et la société française, manifestement, résiste. Le modèle social, les partenaires sociaux résistent. Et d'avoir donné les clés, d'un point de vue comme Sarkozy et Hollande l'ont fait, aux partenaires sociaux, ça avait du sens. Bien sûr, il faut privilégier le dialogue social. Mais quand les partenaires sociaux ne sont pas prêts, pour des raisons historiques, à faire cette réforme, à avoir ce compromis social, eh bien on aboutit à des réformes qui ne sont pas des vraies réformes, où on croit avoir fait des réformes au moment aux Français, et les Français ne comprennent pas. Soi-disant, on fait des réformes, comme pour le système des retraites, soi-disant, on augmente l'âge de la retraite, on l'augmente très peu. On ne bouge pas les curseurs. Qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas assez loin. Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr. Et même, on bouge très peu, on est dans le statu quo. On fait semblant. On fait semblant, il n'y a pas ce compromis social qu'ont signé finalement les pays du nord de l'Europe, y compris bien sûr l'Allemagne, qui fait que le curseur a été modifié, on est changé, on s'est adapté à ce monde moderne qui bouge, et le modèle social a été préservé, pas dans toutes ses dimensions, mais a été préservé pour l'essentiel, par ces changements que je viens d'évoquer. Je voudrais conclure, Jean-Olivier Ayrault, en évoquant l'épilogue de votre livre. Il est intitulé « Et si le rebond dans la nouvelle économie était lui-même compromis ?» Qu'entendez-vous par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que on a chargé la barque exagérément. Je pense qu'on a voulu, sur toutes les dimensions, protéger, je dirais, limiter, on ne l'a pas fait volontairement, mais in fine, on revient à réduire les heures travaillées. Et ça, encore une fois... Ça, c'est la grande erreur. C'est la grande erreur. Et aussi sur, on vient de l'évoquer, sur la flexi-sécurité, on limite la création de l'emploi indirectement, d'emploi. On est en situation, dans plein de domaines, on a un modèle où l'emploi, le taux d'emploi agrégé est très faible. Alors, je l'ai déjà dit une fois, le système social repose sur le travail. On a refusé d'ailleurs le passage à la TVA sociale, qui est une façon de sortir des cotisations. Bon, à tort ou à raison. Mais en tout cas, on a plutôt un modèle social qui, pour l'essentiel, est financé par le travail. Dans ce monde-là, on réduit les heures travaillées, on augmente automatiquement les taux de prélèvement. Les taux de prélèvement ont augmenté de plus de 10 points, 15 points depuis 30 ans. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, nous avons un meilleur système de protection sociale, meilleure retraite, aussi parce que nous vivons plus longtemps, donc nous avons un système de santé assez performant. Tout cela, bien sûr, demande des moyens. Mais l'erreur, ça a été de réduire ce qu'on appelle l'assiette. L'assiette, et si l'assiette se réduit, eh bien les taux augmentent. Et si les taux augmentent, ils pèsent ensuite dans l'ensemble de la société, et y compris sur la création de richesses dans le high-tech. Nous avons encore un niveau de productivité, un niveau de performance en termes d'innovation assez élevé, mais jusqu'à quand ? Ça veut dire que, in fine, eh bien, nous risquons d'avoir aussi de graves problèmes, non seulement, donc, on vient de l'évoquer, en bas de l'échelle sociale par rapport au chômage, aux inactifs, mais plus globalement, un problème qui est de performance économique. Et je crois qu'on voit poindre effectivement ces difficultés, de plus en plus dans le domaine de l'innovation, de plus en plus dans le fait qu'on puisse garder nos innovateurs en France. Est-ce qu'on va pouvoir garder aussi nos jeunes qui partent de plus en plus se former à l'étranger dans des perspectives de carrière plus intéressantes. Donc je crois qu'il faut faire très attention au fait que notre modèle social ne perturbe pas l'ensemble du système économique et en retour, bien sûr, mettrait encore plus à mal le modèle social. Et c'est pourquoi vous tirez la sonnette d'alarme dans ce livre, ce modèle social que le monde ne nous envie plus, aux éditions Albin Michel. Jean-Olivier Ayrault, merci beaucoup. Merci beaucoup.